Mon cher Alban, je vous laisse ouvrir le bal. D'accord, merci Jean-Louis, merci d'avoir organisé cette projection et ce débat, toute la magnifique organisation de la Grâce, où je suis là pour la première fois. Et je suis très heureux que vous ayez eu l'idée de nous réunir, Jean-Louis Comolli et moi-même, pour parler en public de ce film, d'autant que nous en avons parlé très peu depuis qu'il a été réalisé, depuis qu'il est sorti en 2004, que ce soit en privé et jamais en public. Voilà. Et donc, c'est une première. Et voilà. Alors, ce film, certaines d'entre vous viennent de voir, est le produit d'une sorte de collaboration comment dire, partagée un peu au fond des choses. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas, comme ça se passe souvent, que l'ethnologue serve de guide pour montrer les beaux endroits du pays qu'il faut envoyer dans les reportages avec des beaux Kanaks qui jettent des filets dans la mer, etc. Il s'agissait, pour nous deux au départ, de rendre compte d'une émancipation politique dans un contexte de décolonisation. En fait, avant les événements qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie entre 1984 et disons 1989, Jean-Louis Comolli et moi-même, on ne s'était jamais parlé, voilà, je ne sais pas. Et c'est autour des figures de cette lutte, de ces combats qui ont été menés, de ces derniers moments peut-être, ou ce renouvellement des avatars du colonialisme français à l'autre bout du monde, nous nous sommes retrouvés autour de cette question, à tel point que nous avons élaboré plusieurs projets de films, dont un sur Louise Michel, par exemple, qui était une fiction. Louise Michel autour de sa rencontre avec Attai, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Toujours est-il que les choses n'ont pris véritablement, n'ont trouvé de soutien que lorsque nous nous sommes intéressés aux Kanaks affrontés à l'économie capitaliste. Finalement, avant, on n'avait pas de financement. C'était pas sérieux. Attai, Louise Michel, pas sérieux. Non, là, ça prenait du sens parce que les indépendantistes kanaks majoritaires dans la province nord venaient, il faut le dire aussi, avec le soutien du gouvernement Jospin, et dans la foulée des accords de Matignon signés par Michel Rocard et renouvelés dans l'accord de Nouméa en 1998, donc dans un contexte économiquement favorable de rééquilibrage des forces économiques et sociales en Nouvelle-Calédonie, c'est dans ce contexte-là que les responsables kanaks de la province nord ont décidé de relancer l'exploitation d'un massif de nickel, le massif du Koniambo, dont l'exploitation avait été abandonnée dans les années 50, de relancer cette exploitation. Le massif leur a été cédé. Bon, voilà, le gouvernement s'est arrangé pour que... Voilà, il a dû payer la société Le Nickel pour que ce massif soit cédé aux Kanaks, aux indépendantistes. Et les indépendantistes, à ce moment-là, ont dit, nous allons non seulement réexploiter ce massif, mais nous allons également faire ce qui n'a jamais existé auparavant en Nouvelle-Calédonie, une usine de retraitement du nickel. C'est-à-dire envoyer du ferro-nickel pur, pas du nickel pur, directement au Japon, en Chine, en Nouvelle-Zélande et en Corée, et nous allons l'exploiter nous-mêmes sans passer par Paris. Et c'est dans l'accord de Nouméa, c'est quand même quelque chose d'important quand même à signaler, comme processus de décolonisation. Et donc, les Kanaks se sont lancés dans cette entreprise en négociant avec une multinationale, la Falcon Bridge, qu'on voit dans le film, et en mettant en œuvre cette industrie avec des parts importantes, puisque les Kanaks obtiennent, les indépendantistes, qui sont plus larges que les Kanaks, qui sont dans cette entreprise, dans ce consortium, obtiennent 51% des bénéfices. Donc voilà, alors, et c'est comme le film a été réalisé parce qu'à Paris, il y avait un effet de surprise,
Et il y avait aussi une inquiétude, savoir si... Parce qu'il y avait cette idée, déjouée, je crois, par le film, et cette idée que ces peuples obscurs, descendants des plus primitifs des primitifs, ne seraient absolument allés être hostiles à cette industrialisation. Et notre idée, ça a été de mesurer le degré d'adhésion, les modalités de négociation des Kanaks avec la Falcon Bridge, avec les autorités et avec eux-mêmes, parce que finalement c'est ce que montre le film, pour finalement se lancer dans cette entreprise. Alors il se trouve que l'entreprise de nickel s'est lancée, le massif du Cognombo, c'est en plein milieu du terrain, comme disent les ethnologues, hein, c'est-à-dire de l'espace d'enquête dans lequel je travaillais déjà depuis 1973, donc ça commençait à faire 20 ans, quoi, ça fait beaucoup. Et donc, je n'avais aucune difficulté à accéder aux acteurs principaux de ce processus. Donc, Jean-Louis et moi-même avons élaboré un projet qui, après moult péripéties, a été accepté par nos financeurs, par Arte, il y a eu des collaborations diverses, CDRS, etc. On a réussi à faire un montage budgétaire. Et une fois que tout ça a été fait, j'avoue franchement que j'avais très peur. Et alors maintenant, je vais donner la parole à Jean-Louis. J'avais très peur parce que, bon, c'est un peu comme ça, souvent je fais les choses et je réfléchis après. Et donc là, je m'étais lancé là-dedans, parce qu'un film, c'est bien, ça va. Moi, c'était l'idée politique, toujours. Poser les Kanaks en avant, les faire connaître, etc. Un peu comme ma collaboration avec Piano pour le Centre culturel Chivaou. Et là, mais là, la responsabilité est plus grande. Piano n'a pas dit construit le centre et puis on verra plus tard, c'est lui qui l'a fait. Tandis que là, on était tous les deux et je me suis dit, mais comment on va faire? Je vais arriver avec des personnes très sympathiques, mais que je ne connais pas beaucoup, et je vais les plonger dans un univers dont ils n'ont absolument aucune idée. Absolument. Et donc là, je donne la parole à Jean-Louis, qui a eu, je pense, la finesse, la justesse, enfin, de finalement, je crois, de se laisser porter. Il est rentré dans le sillage de cette enquête, sans jamais rien dire. Pendant 15 jours, il n'a pas desserré les dents. Enfin, il me disait bonjour, mais je ne savais pas du tout ce qu'il pensait. Et moi, j'angoissais de plus en plus. J'ai mes copains Kanaks, peut-être qu'on va être licenciés. C'est une catastrophe. Et Jean-Louis ne me disait rien jusqu'à ce qu'il finalement, il me dise simplement, vous en avez beaucoup des acteurs comme ceux-là. Donc, voilà. Donc, voilà. à vous. Non, cette histoire, par beaucoup de points, est une histoire de paroles filmées. Parce que, enfin, pour ceux qui connaissent mon travail, moi je suis amateur de filmer la parole. Je l'ai fait beaucoup, filmer de l'être parlant, de sujet parlant. Et évidemment, chez les Kanaks, je suis tombé sur une situation où c'est à la fois un enjeu central et en même temps cet enjeu se traduit paradoxalement par le silence. Bon. Et donc j'ai été frappé par... attention, ça va ok. Et je me souviens, on avait, avec notre complice kanak, on avait voulu filmer une réunion des chefs de toute la zone. Voilà. Alors, ça s'est passé, bon oui, ils étaient d'accord, etc. Donc ils étaient là assis en rang, et c'est moi qui étais à la caméra. Bon. Et donc je m'étais mis d'accord avec notre ami Kanak, voilà, en lui disant, bon ben, il faut les faire parler en gros, quoi, voilà. Et il m'a dit, oui, bien sûr, pas de problème, je m'en occupe. et j'ai commencé à mettre le moteur, et pendant 10 minutes, j'ai filmé des gens silencieux qui me regardaient sans rien dire. Bon, évidemment, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais au contraire à un déluge de paroles, des discussions dans tous les sens, à rien. Et Alban, il pouvait aimer. On était piégés. On ne pouvait pas leur dire, alors, allez-y parler. Donc après plusieurs tentatives avec ce Kanak qui nous servait d'intermédiaire, qui était lui-même d'ailleurs dans l'organisation. Il était secrétaire du conseil de chef. Voilà. Et bien, à un certain moment,
la seule solution qui est apparue, c'est que les chefs kanaks délèguent la parole à leur porte-parole. Et donc le porte-parole est venu parler. C'est pas du tout ce que j'attendais. Ça m'a beaucoup surpris. Néanmoins, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vous dire que j'ai compris en Nouvelle-Calédonie, et grâce à Alban, il faut bien le dire, j'ai compris que la parole, c'était un enjeu considérable, que ce n'était pas rien, contrairement à ce qui se passe quotidiennement, chaque heure, dans notre monde, où, comme le disait Deleuze, des flux de paroles en permanence sont diffusés, et il posait la question toute bête, qui écoute? Qui écoute? Ben, personne, évidemment. Donc, si les paroles ne sont pas écoutées, elles sont non avenues. On peut dire ça comme ça. Et au cinéma, c'est particulièrement important parce que pour filmer la parole, il faut l'écouter. Voilà. Alors ça, c'était l'expérience que j'avais avant d'aller en Nouvelle-Calédonie, qui a pris un coup dans l'aile là-bas. Mais moi, j'ai toujours pensé que la parole de l'autre que je filmais, soit homme ou femme, était liée, était tenue par l'écoute que je portais. Écoute, j'étais pas dans le plan, bien sûr, j'étais à côté de la caméra, mais il ou elle voyait très bien que j'étais en train de l'écouter avec beaucoup, beaucoup d'engagement. Voilà. Et donc c'est ça qui faisait que ça marchait en quelque sorte, que la personne filmée entrait dans sa parole et se mettait à parler de manière, comment dire, c'est pas, on va dire plus sincère, mais quelque chose se mettait en route qui s'appellerait la parole, qui passait par un sujet à ce moment-là. Et ça, c'était très émouvant à filmer, bien sûr, parce que très certainement, la veille, le lendemain, cette personne n'aurait jamais parlé comme ça, et qu'il fallait la filmer, et donc l'écouter, et en plus l'écouter avec une machine dont la fonction est d'écouter, d'enregistrer, etc., pour que ça fonctionne. C'est la puissance du cinéma, et là, dans le fait que nous enregistrons l'image, bien sûr, mais aussi la parole de l'autre, et que cet enregistrement nous ramène tout simplement au travail d'Alban. Il enregistre et j'enregistre. Oui. Et donc, quand j'ai fait la connaissance d'Alban, il s'agissait de Louise Michel, et puis il me racontait ses aventures en Kanaki, et quand il m'a parlé de cette histoire de la mine, très vite, on a pensé, lui et moi, qu'il y avait là la matière de quelque chose. Et donc, alors, l'histoire s'est décidée d'une façon, pour moi, totalement atypique, puisque j'aime beaucoup filmer sans faire de repérage. C'est-à-dire, j'arrive quelque part, et le repérage, c'est le tournage. C'est la même chose. Voilà. Et ça n'a lieu qu'une fois, et c'est heureusement, la caméra est en marche, donc ça a lieu la fois où on filme. Bon. Et donc, je fais rarement, très peu de repérage, et les gens que je connais et que je filme, je n'ai pas besoin de les repérer, puisque au fond, je les reconnais déjà, ils sont déjà dans le jeu. Et là, l'idée dont je pense Denis Fred, le producteur, est responsable, heureusement responsable, il nous a dit, écoutez, vous allez tourner en 2 fois. Une première fois pour aller voir ce qui se passe, voir si ces histoires de mines tiennent debout, voir les gens qui sont porteurs de ces histoires, et puis vous retournerez plusieurs mois après, 6 mois après, je crois, quelque chose comme ça, pour faire le film. Bon, alors, moi j'étais d'accord avec cette procédure, mais j'ai voulu quand même filmer tout de suite. Et donc je suis arrivé avec la caméra, avec un ingénieur du son, etc. Et on a filmé pendant, je sais plus, 2 semaines, 3 semaines. 5 semaines. Pardon. Et donc, qu'est-ce que j'ai filmé? J'ai filmé la parole, oui, bien sûr. Mais alors, j'ai écouté très attentivement cette parole, comme je fais toujours, sauf que c'était en langue païti, la langue de cette zone de la province nord, langue que Alban comprenait et qui pouvait parler, et que moi, je n'ai jamais eu accès à cette langue, évidemment. Et donc, j'ai filmé pendant des heures et des heures des êtres parlants pour qui la parole était un enjeu considérable, qui racontaient à Alban des histoires parlées très importantes, l'histoire de leur clan, l'histoire de leurs ancêtres, l'histoire des luttes qui avaient été menées, etc., et filmées par quelqu'un qui ne comprenait absolument rien. Et donc cette situation aurait dû être insupportable, j'aurais dû m'en aller en courant, pour des raisons qui tiennent au fond à la fascination que j'ai pour ce peuple, à l'intérêt que je lui porte.
j'ai fait semblant d'avoir la patience et je suis resté. Et j'ai eu raison, voilà, parce que je n'avais rien compris pendant ces semaines, mais après j'ai compris beaucoup de choses. D'autant que les Kanaks parlent aussi le français, mais évidemment, face à la caméra, dans une situation de revendication politique sur une très longue période, pour eux, parler dans leur langue, c'est un petit peu comme affirmer leur droit sur le sol. Ça leur arrive jamais. Et voilà. Et donc, parler dans leur langue devant un Européen qui les filme, sachant que cette parole va peut-être être diffusée, pour eux, c'est une sorte de caution, c'est-à-dire nous existons en tant que Kanak à travers notre langue. Bon, ils pouvaient aussi, vous avez vu dans le film, ils s'expriment aussi en français, mais quand c'est important, quand il y a des enjeux importants, à ce moment-là, on s'exprime dans sa langue et la parole prend un poids supplémentaire. Alors ça, c'est une originalité. Jusqu'à présent, il n'y a pas un film sur la Nouvelle-Calédonie qui prend en compte ce phénomène qu'on pourrait dire à la fois linguistique, identitaire, une sorte de rapport à soi très fort. Et évidemment, moi, c'était dans la continuité de mon travail, puisque j'ai passé beaucoup de temps à recueillir des récits, à les transcrire. Certains sont publiés, des poésies, des chants, etc. Donc ça, c'est un point important. Alors, Jean-Louis a beaucoup insisté, à juste titre, sur la parole. Et en même temps, il ne faudrait pas imaginer que nous étions en position, où notre point de vue, c'était de recueillir la parole kanak. Et on dirait la parole française, on aurait déjà un problème, ça ne veut rien dire. Donc, la parole kanak, ce sont en fait des individus singuliers avec qui j'ai des relations anciennes, qui m'ont intégré dans leur famille, dans leur clan, dans leur groupe, et qui s'adressent en tant qu'individualité à moi, à Jean-Louis Comolli qui était présent. C'est ce qui a amené mon entrée dans le champ de la caméra, ce qui n'était pas prévu au début. Et ils décrivent un ensemble livre des savoirs qui les concernent en tant que personne et en tant que membre d'un groupe, d'un clan qui a migré, en tant que responsable d'une histoire. Et c'était... Alors là, on rejoint tout à fait, à mon avis, le cinéma de Jean-Louis Comolli, notamment, je pense à la série sur Marseille. Les individus ne sont pas interchangeables. Ce sont des personnes et des personnages, des singuliers, des singularités. Et là, je pense que ça nous évitait de diluer le monde kanak dans la parole, le totem, la coutume, je ne sais quelle tradition qui s'imposerait par elle-même. Et ce que le film, en voyant, je trouvais que c'était un élément fort apporté par Jean-Louis Comolli, c'est d'avoir essayé d'écouter la pensée de chacun. Vous avez vu le président de la province Nord, à la fin, avec sa grande barbe blanche, il exprime quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit d'ailleurs. Alors là aussi, il y a un effet de caméra très intéressant. Oui. C'est que dans ce contexte, donc j'arrive avec d'autres personnes, ils m'expliquent à moi, mais ils expliquent aussi à Jean-Louis, à Ginette, à Jean-François, etc. Et donc, ils montent d'un cran, hein, ils montent le volume intérieur, et donc ils vont s'exprimer sur un registre plus fort, et ils vont dire des choses qu'ils ne m'avaient jamais dites. Oui. Et donc, d'ailleurs, j'ai tiré, parce que j'ai enregistré en même temps les entretiens, et bon là, il y a 60 heures de rush, là, et pour moi, ça a été des sources pour continuer mon travail, et notamment dans les sanglots de l'aigle pêcheur, j'ai réutilisé des séquences qui ont été tournées, c'est-à-dire des paroles qui ont été tournées lors de ces séquences, parce qu'elles étaient très singulières. Par exemple, souvent ils commencent par me mettre dans leur camp. C'est-à-dire, ils disent « Tu as marché sur les endroits sacrés avec nos pères et nos grands-pères, etc. » Et ça s'adresse à Jean-Louis. C'est-à-dire, lui, il est avec nous, il est dans notre contexte. Et là-dessus, ils ont déversé des nouvelles propositions, des nouveaux savoirs que je ne connaissais pas. Donc, là, on peut dire aussi que c'est une alliance formidable entre... le documentariste et l'ethnographe. De temps en temps, il faut faire venir un documentariste pour qu'il presse un peu le citron un peu plus, pour qu'on ait des nouvelles propositions.
Alors, pour aller dans le sens inverse de ce que vous dites, je me souviens d'une séance euh, où il était question de retrouver euh, un des personnages dont l'histoire s'était recroisée avec l'histoire du groupe qu'on filmait. Bon, en gros, votre micro a craqué. Oui, mais Bon, c'est la parole. c'est la parole. Et donc, on est réunis chez un de nos amis, Kanak, et il a réuni autour de lui ses proches, quelques-uns, ils sont 5, 6, pas plus, et il est question de raconter, vous vous souvenez de cette séquence hallucinante, de raconter cette histoire. Et là, bis, personne ne veut parler. Je me retourne une fois de plus à la caméra, sachant pas très bien quoi faire des plans des uns et des autres silencieux. Bon, j'ai vite arrêté, évidemment. Mais à ce moment-là, je leur dis, mais enfin, il faut, bon, en gros, c'est le moment de parler, quoi. Et il y en a un, je ne sais plus lequel, qui a dit, oui, mais nous, on ne connaît pas. Il faut aller chercher machin qui est, alors, il est à 3 heures de route d'ici. Alors j'ai dit banco, allons-y, allez-y, et ils sont allés. On vous donne un autre micro, décidément, ça change de micro. Et, et donc, voilà, il est arrivé à 6 heures du soir et on a arrêté de tourner un quart d'heure après. Donc, c'était pour vous dire que c'est cette parole qui émerge dans des relations, je dirais, pas plus intimes, enfin plus rapprochées, et que la caméra, l'enregistrement, le micro, etc., l'écoute qu'on active peut aider à émerger, et en effet quelque chose de nouveau peut apparaître, une parole qui n'a pas été déjà dite ou qui est en train de s'improviser librement. Eh bien, ça arrive en petit cercle. Ça arrive moins facilement quand tous les autres sont là. Parce que j'ai compris que, voilà, les porte-paroles, c'est pas simplement formel, c'est quelque chose de plus profond. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas une histoire générale. Chacun détient un morceau de sa propre histoire et seuls les porteurs de cette histoire, les acteurs de cette histoire, les descendants des ancêtres qui ont fait tous ces guerres, chemins, etc., peuvent en parler. Donc les autres peuvent être très bien au courant. C'est comme si pour parler de Clovis, il fallait que je sois directement un descendant de Clovis, sinon je ne peux pas en parler. Vous voulez. Et donc, souvent les gens savent très bien, ils pourraient le raconter, mais en plus solennellement quand c'est enregistré, etc., ils ne veulent surtout pas froisser la personne qui est fondée, qui a la légitimité pour raconter. Voilà. Et donc il faut trouver les... Et à force de recueillir ces choses qui sont séparées en principe, parce que les gens ne font pas des grands débats autour de... Chacun raconte son histoire, ils considèrent que l'ethnologue est un petit peu finalement le gardien de l'ensemble. Il me disait, tu vois, ce qui est important chez toi, c'est que tu vas pouvoir, tipétéhi, ça veut dire que tu vas pouvoir raccorder toutes les histoires les unes aux autres pour en faire qu'une seule. Mais nous, on est chacun dans la nôtre, chacun dans notre ligne, et ce souci d'une cohérence globale, ben, il me le confiait. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Calédonie. On me demande de ramener toutes les histoires pour peut-être en faire une grande. À la veille de l'indépendance, ils se disent qu'il serait peut-être temps d'en faire une grande, ou plusieurs grandes, région par région. Voilà. Oui, on est assez loin de mon expérience quand je filme bon, voilà, des témoins ou des acteurs d'une situation donnée. Il est évident que la parole que je filme, c'est une parole extrêmement singulière qui caractérise ce sujet et pas un autre. Hein, c'est ça le cinéma pour moi, c'est la singularité extrême des sujets filmés, des corps filmés, des paroles enregistrées, mais en même temps, à la différence de ce qui se passe chez vous, chez les Kanaks, en même temps, l'ensemble de ces paroles ne fait pas un système. On peut les additionner, on peut éventuellement en combiner quelques éléments, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'histoire globale dont ces paroles seraient des citations ou des extraits. Voilà. Alors, il y a, dans le cas d'une mémoire de guerre, par exemple, là, il peut y avoir tout un ensemble de témoignages et d'histoires qui ont trait à cette guerre. Là où il n'y a pas d'histoire globale, c'est sur les histoires de clans, où chacun a la sienne, mais elle ne constitue pas nécessairement un ensemble. Voilà. Oui. Mais pour la mémoire, disons, la mémoire coloniale, la mémoire de l'histoire coloniale, là, il y a une convergence, les gens sont d'accord, c'est à tel oui, les récits raccordent. les récits se raccordent.
Alors, voilà. Alors dans cette expérience, dans cette aventure, je pense qu'il y a un autre point que j'aurais bien aimé discuter avec Jean-Louis, c'est que Jean-Louis et ses aides, ses assistantes, Gillette, etc., n'avaient jamais été confrontés à une situation ethnographique. Oui. Et ça, c'était ma véritable inquiétude. Parce que quelquefois, c'est difficilement supportable. D'ailleurs, Jean-Louis nous évoque des petits moments. Et c'est difficilement supportable parce que vous ne comprenez pas du tout où vous êtes. Vous ne savez pas pourquoi tel individu se met à parler, un autre arrive et hop, il se tait et plus personne ne parle. Oui, voilà. C'est troublant. Bon, voilà, c'est troublant. Et donc, cette expérience ethnographique pour des gens qui sont des cinéastes mais qui n'ont pas fait d'ethnographie, évidemment, du côté des Kanaks et du côté du mien, vous étiez un terrain d'observation. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire on n'arrête pas de se relater tout ce que vous avez fait et dit comme un élément. Ils ont vu d'un seul coup un segment d'histoire et de culture européenne, comme un météorite leur tombait dessus dans leur village, et ils étaient extrêmement surpris des propos qui étaient tenus, de la façon de faire, des points de vue qui étaient lancés, etc. Et dans certains cas, en langue, Païki, il me disait, ne leur parle pas de ça, ne leur dis pas. Tout ce qui avait trait, par exemple, à la sorcellerie, qui est omniprésent, il me disait dans la langue, laisse tomber. Voilà. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Et il y a eu des épisodes, dont un que je peux raconter, qui est assez drôle, mais qui est tout à fait significatif et qui les fait rire jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on passe beaucoup de soirées à parler du film encore, de tout ce qui s'est passé, mais qui montrait cette incompréhension, et d'ailleurs c'est rattrapé dans une séquence du film, j'ai expliqué. Donc on devait... donc pour l'usine, il fallait faire des barrages, voilà, et pour des retenues d'eau, pour refroidir les machines, enfin classique. Et donc on va dans un endroit, un peu, pas dans la zone où j'ai travaillé, un peu au nord de cette zone, où il devait y avoir un barrage, on est introduit, donc là, la langue je ne la connais pas, parce qu'il y en a 28 et ça change très vite. Donc le monsieur, qui s'appelle Georges, va nous parler en français. Et on va dans sa rivière, là où il nous dit, je vous donne rendez-vous à la rivière. Bon. Alors vous savez, en Calédonie, vous êtes en pleine forêt, où c'est des espèces de savanes, et d'un seul coup, vous avez 2 poteaux et un cadenas. Alors, vous pourriez passer à droite ou à gauche, non, il faut la clé du cadenas, parce que vous entrez dans la propriété d'un autre Kanak, etc. Il y a beaucoup de meurtres à cause des histoires de cadenas coupés. Enfin, le lien à la terre, c'est pas de la rigolade. Et donc, on avait la clé du cadenas, tout ça, on arrive, le monsieur Georges, là, se met face à un coude de la rivière, un grand trou d'eau, et il est interrogé par Samy, donc, que vous avez vu dans le film, ce jeune Kanak, mon fils, donc, voilà, et moi je suis à côté, mais je ne suis pas dans le champ, et je crois que c'est Jean-Louis qui filme. Tout est bien installé, le son, tout, la perche, magnifique. Et le vieux, la question qu'il lui posait, mais Samy lui dit, mais pourquoi tu ne veux pas que ce soit inondé là? Et l'autre, il n'y a rien, hein, là, il y a le trou d'eau, puis il y a des traces de sites anciens, mais bon. Et il dit, mais parce que tu vois, dans ce trou d'eau, il y a une anguille, et cette anguille a 3 têtes. Et une blanche, je sais pas, une brune, une jaune, etc. Et cette anguille, c'est notre totem, et quand elle est en colère, elle sort, on voit ses 3 têtes, et nous tombons tous malades. Si on noie ce trou d'eau, si on annule ce trou d'eau, nous risquons de mourir. Voilà. Et à ce moment-là, Ginette Lavigne, pour ne pas la nommer, mais je le dirais si elle était là, bondit sur le tournage, coupez, arrêtez. Alors je suis stupéfait, je me demande, je dis, mais et c'est avec ces conneries que vous voulez faire l'indépendance? Je ne veux pas ça dans notre film. Eh oui, alors, elle était plus rationaliste que nous. Et à ce moment-là, et ça c'est dans le film, Samy Goromindo se met en colère. Il dit, c'est bien les Blancs qui ne voient rien. Et à un moment, parce qu'il dit, derrière le miroir, il y a des ancêtres, vous avez peut-être vu dans le film, il y a ce passage où il essaie d'expliquer qu'on pense qu'il n'y a rien, mais le monde est plein.
et plein d'ancêtres, plein d'esprits, etc. Et donc je me suis dit finalement, l'erreur de Ginette a amené à une expression de Samy qui était intéressante, mais si vous voulez, ce décalage culturel entre l'équipe de cinéastes et les filmants et les filmés m'a paru très intéressant, ce qui prouve bien aussi que les filmants, en l'occurrence l'équipe de Jean-Louis, étaient en pleine confiance. C'est-à-dire, ils se sentaient à l'aise pour intervenir comme ça. Oui, bien sûr. Et voilà, on mais n'était moi, pas en surplomb. Je n'empêche jamais rien. Non, c'est sûr. Mais voilà. On avait une sorte de fraternité qui est restée et que Jean-Louis a largement, diffusé, s'est appuyé sur cette fraternité avec les Kanaks pour, il faut quand même le souligner, organiser des stages de formation au cinéma documentaire avec les ateliers Varan en Nouvelle-Calédonie et fonder un festival du documentaire en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Anuo Amboro, ça veut dire l'image de l'homme, et qui a lieu chaque année. Le prochain est encore au mois d'octobre. On arrive au moins le 10e. Les Kanaks et le cinéma. Et donc, vous avez fait un retour magnifique, enfin un cadeau de retour magnifique aux Kanaks, mais qui s'est véritablement implanté dans leur vie sociale d'aujourd'hui. Aujourd'hui, plus aucune administration n'oserait toucher à ce festival. C'est quand même formidable et merci. Moi, je trouve ça formidable. Non, alors ce que je voulais souligner, c'est que au fond, cette première période dite de repérage où j'ai tourné, comme vous le dites, j'ai tourné tout le temps pratiquement, et on a gardé une partie de ces tournages-là dans le film fini, bien sûr. Mais en même temps, j'avais bien conscience que je filmais sans savoir. Hein. La plupart du temps, ça ne parlait pas ma langue, donc je ne comprenais pas. Et par conséquent, je me disais, bon, ces repérages, à quoi ça sert? Et puis j'ai fini par comprendre, quand on a tourné le film plusieurs mois plus tard, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas moi qui avais repéré, c'est que notre équipe, nous avions été repérés par les Kanaks. Et à quoi ça servait? Eh bien, ils nous avaient vus, ils nous avaient vus travailler, ils nous avaient entendus, ils avaient compris un certain nombre de choses, sans qu'on leur explique, bien sûr. Et du coup, ils avaient, au fond, donné feu vert. Ils avaient été touchés par le respect, c'est ça? Oui. Parce que vous n'aviez pas coupé en disant non, c'est pas dans votre langue, je ne comprends rien, on passe à autre chose. Donc, cette attitude de patience, ils ont énormément apprécié. Oui, c'est très bien. Mais du coup, il s'est passé ce que j'attendais pour le premier tournage, mais que j'ai eu seulement au second. Il s'est passé que les Kanaks que nous avons filmés, enfin ceux qui sont famille avec Alban, c'est comme ça que ça se passe, et ces Kanaks sont entrés dans le jeu, si j'ose dire. Nous ont suggéré des choses à filmer, nous ont dit mais pourquoi vous filmez pas ceci ou cela, nous ont alertés quand il y a eu, ils savaient qu'on voulait filmer une grande coutume de deuil ou de mariage, et quand il se trouve qu'il y en a eu une, et Alban leur a dit, mais qui était lui invité parce qu'il faisait partie de la famille justement, et il leur a dit non, il faut filmer ça, et ils ont dit d'accord, et ils sont venus nous chercher l'équipe à 2h du matin. On est parti sur place filmer. Or, c'est des choses qui, selon moi, ont été possibles. Mais évidemment, parce que Alban a été cet intercesseur majeur et qu'on s'est appuyé sur son travail et sur ses connaissances, mais aussi parce que, sans doute, en faisant leur repérage sur nous, ils en avaient conclu qu'ils pouvaient nous laisser filmer, voilà, qu'on n'était pas des ennemis. Voilà. Alors, il y a une autre dimension du film, dans le film lui-même, et qui pourrait faire jonction avec les débats ces jours-ci à la Grâce, ou des réflexions, c'est finalement, quand on va en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, avec sa caméra, il n'y a rien à filmer. Il n'y a rien à voir, en fait. Autrefois, je ne sais pas, à Bali, vous allez en Inde, ou je ne sais pas, ou à Woodstock, etc. Vous avez des trucs à filmer. Là, vous avez des gens qui sont assis sur des nattes ou sur des chaises, dans des conditions de vie précaires, voilà, qui se sont un peu améliorées, du moins dans certains endroits, pas partout, et qui ont l'air assez méditatifs, qui se rendent à leur travail, à leur champ, etc., qui parlent de leur langue. Mais si vous voulez, vous n'avez pas de femmes avec
des potiches sur la tête qui descendent à la rivière en chantant dans des tenues, etc. Vous n'avez rien d'exotique. Vous avez écrit, pardon, je vous coupe, Alban, un livre qui s'appelle La fin de La fin de l'exotisme. l'exotisme, voilà, c'est ça. Ouais, peut-être que j'ai été poussé. Il n'y a absolument rien d'exotique. Et donc, tout se passe effectivement dans l'interaction narrative. Et ce que les Kanaks nous montrent, finalement, c'est les morts. C'est-à-dire, ils inscrivent leur pensée dans une pensée des morts. Ça, nous n'existons que par rapport à nos ancêtres qui ont fondé ces lieux, ces emplacements, ces anciens sites d'habitat, qui ont frôlé, marché sur ces cimes sacrées. Ensuite, nous avons été entièrement spoliés par la colonisation, qui ont perdu 90% de leurs terres. Mais aujourd'hui, ce qui nous importe toujours et encore, ce sont ces actes, ces gestes, ces déplacements, ces fondations de chefferies, ces ordres sociaux fondés par nos ancêtres. Et c'était évidemment une gageure au cinéma d'arriver à rendre compte finalement d'une mémoire. Oui. Mais une mémoire qui est entièrement dans le présent. C'est-à-dire le passé supporte le présent en permanence. Et du coup, effectivement, ça passait par la parole et ça passait dans l'image qui vous a été proposée, que Jean-Luc Coppoly a mis au point, évidemment par les sites, par les lieux, voilà. Les montagnes, les tertres, cette espèce d'enracinement profond dans un espace où tout est signifiant. Voilà. Alors ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup parce que bon, les cinéastes comme les peintres, comme les photographes, ont affaire au paysage, ont affaire à des lieux qui ont une forme particulière, des forêts ou pas de forêts, etc. Et donc, nous pensons depuis longtemps, parce qu'on a vu les films des autres cinéastes aussi, que les lieux ont une importance majeure, évidemment, et que c'est un des déterminants de l'histoire qu'on raconte, puisque ça participe de la perception que les uns et les autres ont de leur propre vie, d'être référés à un type de lieu. Si vous filmez des paysans, évidemment, ce n'est pas la même chose que de filmer des routiers. Voilà, c'est deux choses qui s'opposent. Bref, on pensait ça, je pensais ça, et j'ai découvert en Kanaki que ça allait beaucoup plus loin que ce que je pouvais imaginer, puisque, effectivement, l'histoire, c'est la topographie. Voilà. Leur histoire, elle n'est pas écrite dans des livres, elle est écrite dans des lieux. Et quand on parcourt ces lieux, on parcourt leur histoire. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Bon, peut-être aussi parce que c'est toujours une difficulté pour les cinéastes de filmer des lieux où, sur un plan ou deux, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de parole, par exemple, et que donc on ne sait plus très bien comment faire. Mais voilà, c'était pour moi une grande leçon de donner au lieu un sens très profond, un sens historique. Que je pense dans les temps très anciens d'où nous venons nous aussi, c'était comme ça. Enfin, pour beaucoup, bon, moi j'ai vécu en Algérie, donc je sais que pour beaucoup de Kabyles que j'ai rencontrés ou d'Arabes que j'ai rencontrés, les lieux qui portent un nom, la nomination des lieux est quelque chose de très important. Mais c'est rien par rapport au Kanak. Au Kanak, tout est là. Alors dans notre souci de restituer un petit peu ce qui anime, ou ce qui animait, mais qui les anime toujours, ce qui anime les Kanaks, il y avait aussi, vous l'avez remarqué dans le film, c'est ponctué par un certain nombre de réflexions sur l'histoire coloniale. Ça aussi, c'est pas facile à filmer. Et on n'a pas utilisé, par exemple, d'images d'archives, de photographies d'archives. Il n'y en a pas une dans le film. Oui. Et ça, je pouvais poser la question à Jean-Louis. On n'a pas cherché, c'est une question, on a essayé de faire sentir cette question coloniale de façon vivante à travers des paroles comme celle... Les traces principales, c'est les paroles qui sont transmises de famille en famille, de génération en génération. Et il y a une difficulté à rendre compte de la domination coloniale. Et je voulais savoir comment vous vous situez par rapport à ce genre de questions, parce que c'est surtout sans voix off. Voilà. La voix off peut raconter l'histoire coloniale. Oui, bien sûr. C'est ce qu'elle fait souvent, d'accord. Oui. Non, mais voilà, moi, j'ai fait des films avec des voix off. Je ne déteste pas ça. J'aime bien l'idée qu'un narrateur s'empare de la
possibilité d'un récit et le fasse savoir comme ça. Néanmoins, j'ai toujours préféré la parole incarnée, bon, pour des raisons complexes, mais que je peux détailler. Parce que, évidemment, il n'y a pas que la parole, il y a l'image en même temps, c'est synchrone. Le synchronisme est une dimension dont aujourd'hui le caractère obligatoire nous a fait oublier qu'il y a eu une grande lutte qui a pris des dizaines d'années dans le cinéma pour arriver à faire coïncider l'image et le son, et que nous sommes, nous, porteurs de cette histoire aussi. C'est l'histoire de la technique cinématographique qui est une histoire qui nous fonde. Voilà. Et donc, moi, j'ai ce souci de l'articulation parole-image a été toujours très, très important, parce que sinon, évidemment, on a vu et on voit parfois des très beaux films, mais beaucoup de choses qui se passent de manière beaucoup plus anonyme et impersonnelle, où il y a une suite d'images avec un commentaire. Bon, et il n'y a aucun rapport, ou très peu de rapport, sinon anecdotique, entre les deux. Et ça, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est pas vraiment la force du cinéma. La force du cinéma, c'est quand le sujet spectateur, qui lui aussi est en principe un être parlant, même s'il n'a pas la parole pendant la séance, ce sujet reconnaît sur l'écran d'autres êtres parlants qui, eux, ont la parole. Et donc, qui parlent à sa place, en quelque sorte. Et c'est cet échange entre le spectateur muet qui regarde et qui écoute, et puis l'acteur parlant qui lui développe ses gestes, développe son discours, c'est cette relation qui fait cinéma. Voilà. Seul le cinéma a été à même de produire cet effet, parce que le cinéma le produit dans la durée. C'est-à-dire, si vous voyez ce film dans 3 mois, ça sera la même chose. Et donc, c'est ce que, évidemment, les arts éphémères ne peuvent pas donner, puisqu'ils sont chaque fois réincarnés autrement, par un autre corps, une autre mise en scène. Et donc voilà, c'est ce souci que j'avais évidemment en filmant les Kanaks, c'est à la fois de les traiter comme je traite les autres, comme des sujets parlants avec leur authenticité, leur singularité, et en même temps de ne pas oublier que c'est l'histoire qui parlait là, ce qui n'est pas le cas dans chaque fois qu'on filme la parole de l'autre. Ben, j'avais bien conscience qu'on était dans l'histoire. Voilà, l'histoire des clans, mais surtout l'histoire de France. N'oublions pas qu'on a filmé en un moment où la Kanaki était encore une hypothèse, était toujours le cas aujourd'hui, mais elle était encore plus hypothétique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, c'était l'histoire de France, en fait. L'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de France. Oui, tout à fait. Pour aborder ces questions de rendre compte de la domination coloniale, pour aller vite, sans pour autant faire des Kanaks, en l'occurrence, uniquement des prétextes à notre anticolonialisme. Absolument. Et ça me rappelle le formidable débat qui a eu lieu il y a quelques jours ici, qui rapportait celui de Sartre et de Béni Lévy, posait la question, Béni Lévy pose la question à propos des Juifs à Sartre, c'est-à-dire en disant à Sartre, vous avez écrit Réflexion sur la question juive, mais il n'y a rien sur les Juifs. Et de Béni Lévy lui demande, mais est-ce que vous avez lu des choses, vous êtes renseigné? Non, non, pas du tout, j'ai écrit directement mon bouquin sans me renseigner, parce que ce qui m'intéressait, c'était l'image qui avait été fabriquée des Juifs, mais ce que les Juifs pouvaient être en dehors de cette image, c'était pas mon propos. Et là, Béni Lévy le pousse. Et alors je me disais, on pourrait remplacer Juif par Kanak, et dans beaucoup de cas, si vous voulez, le discours anticolonialiste, ou colonialiste d'ailleurs, le discours anticolonialiste s'appuie simplement sur la position de victime, mais sans jamais voir comment les victimes sont elles-mêmes construites en dehors de leur statut de victime, en tant que telles. Et dans ce film, on voit apparaître les deux choses, c'est-à-dire on voit apparaître la protestation, et parce que tout ce qui a été subi, les réserves, etc. Et on voit apparaître en même temps une sorte de socle, comment dire, pas perpétuel, mais un socle bien établi, un mode de fonctionnement singulièrement kanak, proprement kanak, qui résiste, qui
s'inquiète de son destin, mais qui, malgré tout, est porté par des pratiques qui sont les échanges coutumiers, qui sont ces façons de faire. Par exemple, traiter comme ils l'ont fait avec la Falcon Bridge, dans la séquence finale, ou presque finale, où on voit Samy et Edouard Glowna dire finalement le massif, nous ne l'avons pas donné contre de l'argent, nous l'avons donné avec notre cœur pour que plus tard les générations futures puissent travailler. Je me souviens, Denis Fred m'avait téléphoné, il m'avait dit je n'en reviens pas de cette séquence, ça fait 3 fois que je la regarde, elle me met par terre, parce qu'évidemment elle est complètement à l'encontre du discours dominant, et donc il y a bien... sans essentialiser du tout les Kanaks, mais il y a bien un ensemble de réflexes sociaux et culturels qui les mettent à part et qui leur ont permis de perdurer, tout en se transformant certainement, mais de perdurer dans le sentiment qui constituait un espace social, politique et historique singulier, particulier. Ouais. Et ça, le film le montre bien. Finalement, c'est le premier film aussi, à propos de la Calédonie, qui est une réflexion sur la mondialisation, la globalisation, voilà, ouais. Et sur quel va être notre destin dans ce processus. Et le problème est toujours d'actualité. Un souci grave des colonisateurs, à propos des colonisateurs, c'est qu'ils pensent que les autres ne pensent pas. Oui, et évidemment, c'est faux. Et bon, la chose est apparue là à plusieurs reprises, parce qu'on voit bien comment une partie des colons, appelons ça des colons, oui. Des descendants de colons, étaient convaincus que les Kanaks, il n'y avait rien dans leur tête et qu'ils ne pensaient pas à leur futur. Oui. Et d'ailleurs, vous n'étiez pas là, mais quand on a projeté avec Ginette Lavigne le film à Nouméa, un intellectuel européen, disons Kaldoff de service, s'est levé furieux à la fin du film, il dit « Qui vous a financé pour nous faire croire des choses pareilles ?» Qui vous a financé? C'est-à-dire, en gros, les Kanaks que vous nous montrez, ils n'existent pas. Voilà. Le président de la province Nord, c'est Samy, et ils étaient absolument furieux. Lui était furieux, pensant que c'était une manipulation, parce qu'évidemment, la colonisation ne marche que s'il y a des gens à coloniser, c'est-à-dire à éduquer, à améliorer, à faire évoluer. À mettre sur la bonne voie. Voilà. Et de ce point de vue-là, le film a une sorte de force politique qui fait, notamment à la fin, qui fait même écho à des problèmes très actuels dans l'Hexagone et au-delà. Oui, parce que au fond, ce qu'on découvre assez vite, c'est que les logiques de la colonisation ne concernent pas seulement les pays ou les terres conquises. C'est des logiques qui fonctionnent aussi à l'intérieur des colonisateurs, voilà, du pays de la colonisation. C'est des logiques mentales. Bon, le mépris de l'autre, la non-écoute, le rabaissement de l'autre en le faisant radoter. C'est des choses qu'on trouve partout. Oui. Bon, et dans les rapports parfois orageux que j'ai eus avec les gens de la télévision française, il m'est arrivé de me faire mépriser exactement comme un colon méprise un Kanak. Du genre, vous n'êtes pas capable de dire ce que vous voulez, je n'y crois pas, c'est pas vrai. Et donc, on se retrouve démunis, parce que bien sûr, on a beau être dans le même pays, comprendre qu'on est brusquement le coloniser des puissants, c'est très embêtant. Ça explique la révolte. Voilà. Et ce travail de collaboration ensemble pour faire le film a été le point de départ, pour moi, d'un bouquin qui est là, Les sanglots de l'aigle-pêcheur, la guerre de 17 en Nouvelle-Calédonie, parce que, alors là aussi c'est un élément intéressant, vous arrivez pour faire un film, mais un film dans l'histoire. On n'avait pas d'intention de... Oui. On n'a même pas filmé d'objets au musée. On n'avait pas l'impression de muséographier les Kanaks. Et dans cette histoire, il apparaissait donc ce massif du Koniambo, dont, comme vous avez vu dans le film, plusieurs clans concernés, comme le dit d'ailleurs à un moment un Kanak, qui est concerné, se considèrent comme les maîtres du sol, les anciens du massif. Et évidemment, il y a eu des querelles, des compétitions, disons, pour se faire valoir comme ancien du massif du Koniambo. Et dans les discussions qui apparaissent d'ailleurs un peu dans le film et de tout ce qui était autour au moment du tournage et de ce que j'ai fait ensuite, c'était de dire
Ce massif du Koniambo, il nous a été confisqué en 1917, au moment de la seconde révolte importante que les Kanaks ont engagée, la guerre qu'ils ont engagée de 1917 à 1918, justement dans cette région autour du massif du Koniambo. Et du coup, l'histoire de cette guerre de 1917 est remontée à la surface comme l'événement fondateur des droits fonciers, des positions politiques, des clivages entre les villages, parce qu'il y a des gens qui ont été du côté des rebelles, d'autres qui ont au contraire guerroyé du côté des auxiliaires kanaks, qui ont appuyé les troupes françaises dans la répression. Donc ça a fait une division un peu comme chez nous, la guerre de 39-45, si vous voulez, entre les collaborateurs avec l'occupant et les résistants. Et à mesure qu'on travaillait autour de ce film, je voyais émerger cette histoire. Et pour vous dire combien l'ethnologie est quelquefois indigente, c'est que je leur ai dit, il faudrait me raconter l'histoire. Ils m'ont dit, mais tu exagères, on t'a tout raconté. Alors je dis, comment vous m'avez tout raconté? Oui, c'est dans toutes les poésies qu'on t'a chanté, qu'on t'a donné. Il y a tel vieux qui est mort maintenant. Tu as tout dans tes cassettes et dans tes archives. Alors ne nous dis pas. Et simplement, comme j'avais au début de mes recherches une vision très ethnologique, c'est-à-dire caractériser un ensemble kanak régional, pas l'ensemble de la Calédonie, je pointais les effets de structure, les règles de parenté, les formes d'alimentation, la façon de faire les chants d'igname, les rituels récurrents bien réguliers. Et alors que les gens me parlaient déjà de l'événement qui avait véritablement fondé l'histoire de la région, qui est la guerre de 1917. Et dès 2003, là, on termine le film, 2004, il y a le montage, et je me dis, bon, s'il y a et je cherchais à faire un livre sur la Calédonie, mais je ne voulais pas parler des Kanaks en général, je ne voulais pas faire du culturalisme, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est là. C'est là. Et donc, j'ai repris mon bâton de pèlerin, j'ai traduit tous ces textes, et notamment énormément d'épopées en vers que les gens m'avaient livrées, qui ne sont pas faciles, que j'avais quand même transcrites à l'époque, mais il a fallu reprendre, retraduire avec mon copain, Jean-Claude Rivière. J'ai tout reficelé, si vous voulez, pour faire cet ouvrage qui est la mémoire que les Kanaks ont de ces événements, qu'ils ont en prose, bon, je leur ai demandé aussi, vous pouvez me raconter, mais qu'ils ont surtout consigné dans des épopées versifiées en vers de 8 pieds, qu'on appelle des ténons, et dont j'ai traduit la 1600 vers, en vers, en respectant le nombre de pieds, dans cet ouvrage, et grâce aux éditions Anacarsis, qui n'ont peur de rien, et qui ont accepté que je publie 1600 vers avec la version Païti, et oui. Voilà, parce que je voulais que c'est la divinité d'Homère, si vous voulez, voilà. Bon, et donc, voilà, donc si vous voulez, c'est non seulement les gens ont emmagasiné cette histoire, mais ils en ont fait des éléments d'une création, d'une chronique versifiée dans ces grandes poésies qu'on appelle ténons, et qui sont chantées parfois. Et dans le film, à un moment où ils chantent la gloire du guerrier Aitio Wainaeta, Noël Poitimba, qui a été tué justement en 1918 dans le cadre de cette guerre de décolonisation. Donc voilà, donc si vous voulez, là aussi il y a une dimension intéressante dans le travail avec un artiste à ce moment-là. Là, le scénariste, le documentariste porte en germe les possibilités d'expression plus larges, plus métaphoriques de la parole qui nous est livrée. Et c'est pas pour rien qu'à un moment, Samy, quand il conduit le camion, il se met à chanter. Oui. Il raconte en vers cette histoire, et je pense que le film a contribué à leur donner confiance. Et en gros, moi, j'ai continué la dynamique du film avec ce bouquin, en restituant, disons, leur capacité créatrice. Parce que, je disais tout à l'heure, c'est assez important, quand la personne est devant une caméra, mais je crois que c'est valable pour nous aussi, il y a une dimension créatrice. On dit souvent des choses qu'on n'avait pas prévu de dire. C'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Des choses qu'on n'avait pas prévu de dire parce qu'on est sur une sorte de sellette et où on déploie beaucoup plus d'énergie pour aller au fond de son expression, et donc ça donne une autre qualité de parole. On est bien d'accord. Ça, c'est là, ce que je trouve être
la force du cinéma dit documentaire, qui en fait ne documente pas grand-chose, sauf la façon dont les gens précisément s'emparent de leurs propres paroles pour en faire une histoire ou de l'histoire, ben c'est ce que le cinéma a permis. Avant le cinéma, ces choses-là existaient bien sûr, mais n'étaient pas enregistrées. Voilà. Ni image, ni son. Et il a fallu le cinéma pour que ça vienne jusqu'à nous et que ça nous concerne en définitive. Et c'est là où on comprend que l'altérité, l'autre, qui est dans son monde, dans ses coutumes, dans ses histoires, etc., bah, il est quand même d'une certaine façon en liaison avec notre propre monde, dans la mesure où il y a cette écoute et cette puissance de la parole qui peut passer d'un groupe à un autre. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très fort. C'est pour ça que le cinéma joue un rôle anthropologique, quoi qu'il en soit. Évidemment, à la différence des anthropologues, nous faisons les choses de manière brouillonne et confuse, mais néanmoins, elles sont là parce que la caméra enregistre, voilà, et que ce qui est enregistré devient un morceau de ce monde qui autrement resterait inconnu. Voilà, là, on peut l'appréhender. Ça met au jour des potentialités qui sont dans l'univers social qui n'apparaîtraient pas sinon. Voilà. C'est une sorte de microscope spécial. Un incitateur. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai aussi pour quand. Bon, moi, j'ai surtout filmé des occidentaux, bon, voilà. Mais pour eux aussi, ça marche comme ça. C'est-à-dire que on comprend, enfin, c'est ce que je pense en tout cas, que ce qu'on appelle fiction est quelque chose qui est réalisé quotidiennement, tout le temps, par la parole de chacun. Voilà. La fiction n'est pas un genre particulier, délimité, comme on pourrait le croire. C'est pas non plus un système commercial. C'est la fiction dans laquelle nous sommes tous et qui se trouve à s'incarner, à s'inscrire à travers la parole. Et donc, si je vous filme, ben, vous serez amené à entrer dans votre propre récit fictionnel. Et c'est ça qui va être émouvant, enfin, pour celui qui filme et éventuellement pour ceux qui voient le film. Donc, voilà ces dimensions. Je suis passé de l'ethnographie la plus classique à une ethnographie plus historique. Et par la procédure du film, un peu sa magie, à une ethnographie qui essaye de mettre en forme et mettre en évidence surtout l'imaginaire des populations pour se reconstruire un avenir. Et la dimension littéraire, à ce moment-là, au sens large du terme, de production d'un imaginaire spécifique ancré dans une histoire, eh bien, ça peut être révélé par le cinéma et ça peut être révélé par une ethnographie, alors qui serait en l'occurrence une ethnolinguistique, qui rend compte de la façon dont les gens s'expriment. Parce que là, je ne travaille pas avec un traducteur, il n'y a pas de langue véhicule. Enfin, on peut travailler en français, si vous voulez, mais dès que c'est du sérieux, c'est dans la langue. Et à ce moment-là, la langue propose des façons de dire qui sont des façons de penser qui nous sont accessibles. Donc, ils ne sont pas enfermés dans ce monde, mais que nous devons traduire. Et donc, c'est ce problème de la traduction qui est central. Merci. D'accord. D'accord. Allez-y. Voilà, donc j'étais sur cette question de la traduction, pour être un autre thème peut-être des journées de la grâce, sur la question de la traduction, parce que ce que nous faisons, c'est de montrer les chemins qui permettent d'accéder à des altérités sans que ces altérités soient repliées sur elles-mêmes au point de nous être incompréhensibles. Voilà. Et ici, je me bats contre l'idée d'un ailleurs absolu, si vous voulez. Et donc, pour ça, l'image, le film et le film attentif à l'expression et une ethnographie attentive, elle aussi, à l'expression, et donc, ensuite, à la traduction, c'est-à-dire comment revenir
sur comment construire une traduction qui soit une interaction. Voilà. Et d'ailleurs, dans les traductions que j'ai faites, je n'arrête pas de les reprendre avec les gens qui donnent d'autres interprétations, d'autres versions, etc. Et c'est aussi ce que le film a voulu montrer, c'est qu'on était dans un processus de réflexion qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Ça, c'est très important. Alors, plusieurs choses par rapport à ce que vous venez de dire, Alban. D'abord, pour moi, filmer, c'est toujours fabriquer une altérité, pas seulement saisir l'altérité de l'autre, ce qui est déjà important et presque souvent impossible, mais aussi fabriquer de l'autre. Moi, celui que je filme ou celle que je filme, ressemble à celle qui est dans, celui qui est dans la vie réelle, non filmé, mais en même temps, il s'en détache. Et il devient l'autre de lui-même, en quelque sorte. Et c'est cette fabrication que voilà, la mise en scène, la mise en image permet de faire. Donc, moi, je considère que chacun d'entre nous, voilà, grand, petit, homme, femme, est porteur de cette fiction-là, qui est devenir un autre. Voilà, montrer qu'on n'est pas tout calé dans le même coin. On joue aux quatre coins, nous aussi, voilà, et qu'on est plusieurs d'une certaine façon. Et le cinéma permet ça, paradoxalement. C'était pas prévu dans le plan initial des cinéastes, néanmoins, c'est ce qui se passe. Voilà, ça c'est quand même une première chose. Et l'autre chose, c'est que la logique, pour moi, la logique du film, c'est une logique sans fin. C'est-à-dire qu'on filme ce qui commence. C'est toujours ce qui commence. Même si c'est pour la centième fois, la millième fois, quand on filme quelqu'un ou quelque chose, c'est le début. C'est un début. C'est un début sous les sunlights. C'est un début sans les sunlights. C'est toujours un début. Et donc le cinéma est obsédé, sans le savoir. La machine est obsédée par le fait qu'elle recommence toujours. C'est une machine de répétition. La caméra répète, 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 exactement comme une horloge répète les heures. Voilà, dans le cas de la caméra, c'est des images, c'est des prises de vue, mais il s'agit toujours de recommencement. Voilà. Et je pense que le dire à partir de la vision des films faits par toutes sortes de cinéastes importants, c'est vrai, on arrive à le penser comme ça, mais que d'une certaine façon, c'est la machine qui le pense. Bon, évidemment, les machines ne pensent pas, sauf dans un univers de science-fiction qui est dépassé, à mon avis, parce qu'on est au-delà de la science-fiction. Bien, les machines ne pensent pas, néanmoins, une pensée est en elles. Et cette pensée, c'est celle, peut-être, comme ça, d'un sans fin. Vous savez que pendant longtemps, les spectateurs des grands films de fiction, comme on disait, étaient mécontents parce que ça s'arrêtait. Il y avait un moment où apparaissait sur l'écran le mot « fin ». Et ça tombait comme une sentence.